Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission 3140 avec. 3140 secondes, c'est 52 minutes, c'est une petite heure pour aborder avec nos experts des problématiques sociétales qui touchent l'ensemble de nos organisations, qu'il s'agisse des évolutions du travail, mais aussi des grandes transitions qui caractérisent notre époque. 3140, c'est aussi un petit clin d'œil à notre laboratoire qui s'appelle PI pour Positive Innovation. Et j'ai la chance d'en assurer la responsabilité. Je m'appelle Barbara Carrière, je suis associée d'Eurogroupe Consulting. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Marie-Caroline Schur et David Autissier sur le thème du handicap dans une discussion intitulée Différence, diversité, la richesse des entreprises. L'engagement pour plus de diversité et d'inclusion est au cœur des préoccupations de nos sociétés. Mais le constat, c'est que cet engagement est souvent pas encore mis à sa juste place, pas complètement à la mesure de ses enjeux. Notre invitée Marie-Caroline Schur se décrit comme dépendante à 100%, mais autonome à 1000%. Elle définit son handicap comme un état et non pas une identité. Marie-Caroline, tu es consultante en inclusion sociale et tu accompagnes les entreprises dans la découverte de la richesse de la singularité à travers des formations, des conférences. Tu interviens également dans le domaine de la santé et dans les établissements scolaires. Et tu es accompagnée par un invité surprise que nous allons découvrir qui s'appelle Sherlock. David, tu es maître de conférence et directeur des chaires ESSEC, changement et innovation managériale. Tu as une approche et une sensibilité très personnelle sur le sujet du handicap et tu nous expliqueras pourquoi dans un petit instant. Marie-Caroline, le témoignage de ton expérience personnelle sera notre point de départ pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans la société, l'appréhension de la différence, la peur du handicap et parfois la mise à distance presque superstitieuse. Tu nous livreras le fruit de ta réflexion issue de tes nombreuses interventions. Et enfin, nous ouvrirons la discussion avec David sur une terminologie qui n'est pas complètement anodine. En effet, les notions d'inclusion, de diversité supposent la prise en compte de la différence et non pas de la gommer. Bien sûr, vous proposerez des pistes d'action concrètes pour passer à l'action et identifier les bons leviers de bascule au sein de nos organisations. Donc, ces 3140 s'annoncent passionnantes et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Barbara. Bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'as mentionné, Barbara, je suis un universitaire, mais j'ai une approche personnelle du sujet. Et je vais commencer déjà par cette approche personnelle du sujet, parce que je pense que je ne serais peut-être pas allé vers l'approche académique sans avoir cette approche personnelle. J'ai la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir 2 enfants, et j'ai un fils qui est autiste. Et alors, je ne suis pas effectivement dans une situation où moi-même suis concerné, mais je le suis au travers de mon fils, et j'ai pu voir toutes les difficultés qu'une personne en situation de handicap pouvait vivre pour son acceptation, pour son intégration, même si tous les discours sont toujours tous bienveillants. Mais entre le discours bienveillant et l'action d'intégration, il y a un grand pas. Et ce grand pas, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, bien sûr, j'ai une relation affective à ce sujet, mais il m'a intéressé intellectuellement. Et il m'a intéressé intellectuellement, j'ai la chance de diriger 2 chaires de recherche à l'ESSEC sur le changement et sur l'innovation managériale, donc qui réfléchissent comment on conduit le changement, quels sont les nouveaux modèles de management dans les organisations. Et je me suis dit, si on veut changer le monde, il faut d'abord changer l'entreprise. C'est peut-être en changeant l'entreprise qu'on va changer le monde. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est un peu ambitieux, mais bon, on est là pour être ambitieux. Et je n'ai pas dit utopique, j'ai dit ambitieux. Donc ça veut dire qu'on a une volonté de résultat. Et au travers de cela, je me suis intéressé à cette notion d'insertion. Alors on reviendra après le témoignage de Marie-Caroline sur aujourd'hui, un peu ce qui se fait dans les entreprises et les terminologies employées. Et là, je tiens à souligner le travail, le gros travail qui a été fait par l'entreprise Andros, qui a lancé il y a quelque temps Vivre et travailler autrement. Vivre et travailler autrement, c'est un dispositif qui permet l'intégration de personnes autistes dans des chaînes de fabrication industrielle. Et bien sûr, ils se sont dit, on va être dans la preuve, on va démontrer que l'intégration, l'inclusion, après on parlera de tout ça, ça apporte quoi? Ce qui a été démontré, c'est que les personnes qui étaient intégrées, les personnes autistes, premièrement, elles étaient aussi performantes, voire plus performantes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que souvent, on a toujours cette notion dans les organisations, ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable, ce qui est de la performance, ce qui n'est pas de la performance. C'est-à-dire, de toute façon, on élimine ce sujet. Et deuxièmement,
ce qui est surtout intéressant, c'est de dire, pour les expérimentations qui ont été faites chez Andros, mais aussi chez L'Oréal, de dire, ça humanise notre organisation. Et en humanisant notre organisation, on la rend aussi plus résiliente. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup de la résilience avec les crises. On dit une organisation, il faut qu'elle soit résiliente, agile, tout ça. Mais ce n'est pas les mots qui font qu'une organisation va devenir agile ou résiliente. C'est ce qu'elle va vivre. C'est les expériences de vie qu'elle va avoir. Et ces expériences-là ont été synonymes, effectivement, d'humanisation de l'organisation. Je me suis intéressé effectivement à cela, et aujourd'hui, un des sujets que l'on veut porter dans le cadre des chaires, c'est effectivement cette notion d'inclusion, je veux dire, comme vecteur de la transformation sociale, sociétale. Mais je ne vais pas vous faire un discours universitaire, ce n'est pas ça qui est le plus important. Et d'ailleurs, ce que j'ai mentionné tout au début, c'est le vécu. C'est-à-dire que c'est des sujets souvent que l'on traite parce qu'on est concerné. Et si j'ai un message à donner au travers de ce témoignage qu'il va y avoir et aussi de ça, de cette présentation, c'est de dire n'attendez pas d'être concerné pour agir. Mais je pense que le témoignage de Marie-Caroline sera beaucoup plus intéressant que mon discours, qui peut devenir très vite théorique. Merci David pour cette introduction. Merci Barbara de nous offrir cette opportunité de parler de ce sujet de l'inclusion en entreprise, de la diversité. Alors, je suis née avec un handicap moteur dû à une maladie génétique. Donc, depuis ma naissance, je vis dans un fauteuil. Et donc, la thématique de l'inclusion, de l'intégration, et on verra un petit peu plus tard qu'il y a une différence entre ces deux mots, me concerne particulièrement. Effectivement, aujourd'hui, mon expérience professionnelle m'a fait cheminer, m'a montré à quel point l'inclusion consistait dans le fait d'inclure une personne avec un handicap qui représente non pas une menace pour les salariés ni pour son équipe, mais bien une chance. Et il y a tout un travail effectivement d'acceptation de la différence au sein de l'entreprise à effectuer pour en arriver à dire l'intégration d'une personne avec un handicap dans notre équipe de travail est bien une chance parce que notre performance va devenir plus importante, une performance non pas financière, mais une performance d'abord humaine, humanisante, qui devient du coup ensuite une performance professionnelle, comme tu le disais David, puisque les personnes avec un handicap ont aussi une capacité à travailler avec parfois bien plus de facilité, en tout cas elles travaillent en ayant le sens du travail, le sens du devoir, et en donnant tout ce qu'elles sont, et en humanisant leurs collègues. J'ai envie de te poser une première question. Aujourd'hui, je sais que tu interviens dans de nombreuses entreprises sur ce sujet. Quel est aujourd'hui l'état, entre guillemets, de réceptivité des entreprises et l'état de maturité des entreprises, en général, sur ce sujet? Est-ce qu'elles le font vraiment? Est-ce qu'elles engagent des actions avec une forte croyance? Ou est-ce que c'est simplement un effet d'affichage pour donner bonne conscience? Si tu avais à nous dire aujourd'hui, ce qui nous fait le panorama des entreprises sur le sujet de l'inclusion, que dirais-tu? Alors aujourd'hui, je dirais que quand j'interroge autour de moi des entrepreneurs, des salariés, etc., j'entends très souvent la réponse « mais oui, aujourd'hui, c'est obligatoire de toute façon ». Alors cette phrase, j'ai envie de dire un peu toute faite, un peu neutre, me pose des questions. Oui, c'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, il y a le quota des 6% d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. Mais en réalité, ce quota, s'il n'est pas respecté, l'entreprise se voit devoir payer une sorte de compensation par manque d'emploi de personnes avec un handicap. Qu'est-ce que c'est qu'employer une personne avec un handicap? Je parlais tout à l'heure de l'intégration et de l'inclusion. Donc, on va parler aujourd'hui vraiment d'inclusion. L'intégration, c'est faire rentrer une personne avec un handicap dans un groupe qui est déjà défini, dans un groupe valide. L'inclusion, c'est penser déjà le groupe autrement. L'inclusion, c'est penser à une équipe de salariés où déjà dans son sein, il y a une personne porteuse de handicap qui en fait déjà partie à la base. Aujourd'hui, je pense que la peur majoritaire des entreprises
vient du fait qu'on méconnaît encore trop le handicap. On méconnaît le sens de ce mot. On met derrière ce mot finalement des phrases toutes faites. Personnes qui n'ont pas de capacité, personnes qui ne peuvent pas travailler, personnes qui ne sortent pas de chez elles. Voilà, des étiquettes un peu toutes faites et qui sont stériles et surtout qui ne sont pas avérées. Excuse-moi, j'ai envie de te poser une question. Là. Tu parles d'intégration, d'inclusion. Je pense que c'est clé. Effectivement, il y a cette fameuse loi, cette fameuse obligation de 6% de la masse salariale. Hein. Donc, c'est bien cela. Aujourd'hui, 100% des entreprises sont obligées de respecter cette notion des 6% et de l'intégration. Est-ce qu'elles le font vraiment? Est-ce qu'elles emploient vraiment 6% de personnes en situation de handicap? Ou est-ce qu'elles trouvent un certain nombre, dirais-je, de subterfuges ou de dispositifs permettant de faire comme si, sans le faire vraiment? Je ne veux pas condamner les entreprises, ce n'est pas du tout ça, on n'est pas du tout là. Mais je veux dire, quelles sont celles qui jouent vraiment le jeu? Est-ce qu'on a passé un cap par rapport à ça? Alors, je pense que certaines entreprises ont vraiment passé un cap. Certains groupes, certaines entreprises, oui, de manière certaine. D'autres sont encore un peu frileuses. Non pas, comme tu le disais, on n'est pas là pour juger quiconque, mais certaines sont un peu frileuses sur finalement cette vérité de se dire que la personne est compétente. Je pense que le fond du sujet, c'est bien de regarder la personne selon ses compétences et non pas selon son handicap. La première chose qui est visible, c'est bien la différence. Si je parle de moi, ce qui est visible en premier, c'est mon fauteuil. Donc automatiquement, des étiquettes vont se coller sur mon front. Mais quelles sont les entreprises qui sont capables de se dire je ne vais pas regarder ce qui est visiblement différent en elle, mais je vais regarder son CV et surtout, je vais regarder ses compétences, ses talents et je vais lui faire confiance parce que j'ai bien besoin de ses compétences pour faire avancer mon équipe et faire avancer mon entreprise. Et en faisant ce pari de la confiance et surtout en comptant uniquement sur les compétences comme on compte sur n'importe quelle compétence auprès de n'importe quel salarié, on va se rendre compte au fur et à mesure que l'entreprise va petit à petit s'humaniser. Non pas qu'elle n'était pas humaine avant, mais la présence d'un salarié en situation de handicap va quand même faire tomber des barrières, faire tomber des peurs et finalement permettre des relations plus transparentes, plus en vérité, plus humaines. Et donc, l'ensemble des salariés vont s'humaniser en travaillant ensemble et en acceptant d'être ensemble. Non pas en séparant la personne avec un handicap des personnes valides, mais bien en étant dans l'inclusion, c'est-à-dire un seul et même groupe avec les mêmes objectifs au sein de l'entreprise. Donc on a cette obligation hein, qui est là depuis un certain temps. Après, c'est toujours ces problématiques qu'on a. Hein. Est-ce qu'il faut contraindre? Est-ce qu'il faut convaincre? Donc c'est toujours cela. Peut-être parfois, il faut contraindre pour convaincre. Hein. Donc, tu as mentionné quelque chose qui est de dire qu'il faut apprendre, il faut regarder la compétence, il faut inclure. J'ai envie de dire, comment on peut le faire ça aujourd'hui dans les entreprises? Est-ce que c'est une question, dirais-je, de trouver le bon sponsor dans l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller faire du lobbying auprès du DRH qui, lui, va se dire, OK, maintenant on fait comme ça? Est-ce qu'il faut former les managers? Est-ce qu'il faut faire des actions de masse? Comment on peut appréhender ce sujet pour rendre l'entreprise plus inclusive? Donc, je sais que tu travailles beaucoup sur ce sujet. Parce que là, il y a un certain nombre d'entreprises qui se disent comment je peux faire, comment je peux développer tout cela. Et je pense que ton expérience de vécu et d'action, c'est surtout ça qui est intéressante, peut aider un certain nombre, dirais-je, de personnes qui nous écoutent. Alors, je dirais que pour accueillir une personne en situation de handicap, la première chose déjà, c'est d'avoir des lieux qui sont accessibles. Parfois, certaines entreprises vont se dire, peut-être, mais toujours on est sans jugement, je vais rendre accessibles mes locaux et donc c'est bon, j'intègre une personne. Mais qu'est-ce que c'est qu'intégrer vraiment? Finalement, est-ce que c'est simplement mettre une rampe d'accès pour permettre à la personne en fauteuil de rentrer et d'aller à son bureau de travail? Ou est-ce que c'est se dire, je vais mettre en œuvre tous les moyens
pour qu'elles se sentent égales par rapport aux autres salariés, non seulement de manière matérielle, donc avec des rampes d'accès, des outils aménagés, s'il y a besoin d'un ordinateur, etc., mais également qu'elle se sente au même niveau dans son équipe. Et du coup, je pense qu'il y a un enjeu de sensibilisation énorme auprès des RH, auprès des directeurs d'entreprise, qui soit faite par des personnes en situation de handicap qui ont une expérience professionnelle à partager. Et leur témoignage d'expérience professionnelle et le témoignage de managers également qui vivent cette expérience de l'inclusion peut aussi être d'une grande aide. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais que l'entreprise a besoin d'être audacieuse et qu'avoir le courage et avoir l'audace de se dire on va inclure une personne avec un handicap, non pas pour faire une bonne action, mais parce que je sais que ça va être un plus pour mon entreprise, parce que je sais qu'en plus, je donne une chance à cette personne en lui offrant un travail. Et on sait tous que travailler fait partie de notre dignité humaine. Se sentir digne, non seulement c'est de vivre, mais c'est aussi de travailler. Le travail me rend digne. Le travail me fait exister. Et donc, quelle est l'envie de l'entreprise de participer finalement à cette envie de rendre digne, finalement de donner une voix et de montrer les personnes avec un handicap. Aujourd'hui, dans notre société ou dans le monde de l'entreprise, le handicap est masqué, il est gommé, il est caché, parce qu'il fait peur, parce qu'on a trop d'étiquettes, encore une fois, qui sont collées sur nos fronts, parce qu'on n'imagine pas qu'une personne puisse travailler. Or, une personne est capable de travailler. Moi, ce qu'il me manque, c'est l'usage de mes jambes, l'usage de la marche, mais pas un usage intellectuel. Et donc, à quel point le manager, le RH est capable de se dire « je vais lui donner une chance parce que je sais qu'elle a les compétences ». Et donc, on n'est même plus dans la question du handicap, on est dans la question de la compétence et du coup, de la performance. Ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, il y a des décisions d'entreprise. Donc, j'ai envie de dire à tous les DRH, à tous les dirigeants d'entreprise, osez, ayez de l'audace sur le sujet et lancez des choses en disant c'est possible, il faut le faire. Donc, c'est déjà des décisions, dirais-je, d'entreprise par tous les dirigeants. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs d'accueil, etc. Et le troisième élément sur lequel je veux revenir, c'est le regard de l'autre, sur lequel je voudrais. Le regard de l'autre, ça veut dire, tu l'as très bien dit, j'ai des compétences, j'ai des capacités, je peux faire. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas l'usage de mes jambes que je n'ai pas un usage intellectuel et des compétences qui se matérialisent dans le travail, dans des productions à haute performance pour l'entreprise. Et ce regard de l'autre, quand même, et sur le handicap, on touche toujours à un moment donné cela. Comment amener l'ensemble, mais je veux dire, c'est dans les entreprises, mais dans la société, à changer ce regard? Est-ce que c'est déjà par de nombreux témoignages comme tu le fais, je sais que tu en fais beaucoup, et je te remercie parce que tu sers la cause et tu montres à de nombreuses personnes toute ta compétence. Donc, est-ce que c'est simplement par ces témoignages ou est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? Et que pourrions-nous faire par rapport à ça pour changer, dirais-je, le regard de l'autre? Le regard, c'est un grand sujet par rapport au handicap. C'est le sujet, j'ai envie de dire. C'est quel regard nous posons. Alors, je dirais que, j'ai envie de lancer une invitation à tous ceux qui nous écouteront. C'est de se poser à soi-même cette question, quel regard moi-même je porte sur la personne qui a un handicap? Loin des théories, loin des lois, loin des obligations qui peuvent nous protéger quelque part et nous empêcher de nous poser personnellement cette question, mais au fond de moi, quel est mon regard sur la personne différente? Qu'est-ce que j'en pense moi? Est-ce que je ne suis pas à l'aise et du coup je me cache derrière une loi? Est-ce que, au contraire, j'ai envie d'essayer? Voilà, et je pense que le regard qui sera porté par l'entreprise dépend déjà du regard du manager sur le handicap, du regard des DRH, etc., de tous ceux qui sont acteurs d'inclusion. Quel est ce regard que je porte?
Et je pense que, voilà, toi, David, moi-même, on s'est posé cette question. Finalement, quel est le regard que je porte sur le handicap? Moi, quel est mon regard sur moi-même, mais aussi sur les autres personnes avec un handicap? Parce que même si je suis handicapée, je me pose aussi cette question. Quel est ce regard? Est-ce que j'ai envie de le changer, ce regard? Et du coup, de participer à cette transformation, à notre humble échelle, du monde de l'entreprise. Voilà, je crois que vouloir transformer, vouloir, changer les choses commence par changer soi. Et donc si j'ai cette volonté au fond de moi, les lois, les peurs, les théories vont tomber et on sera dans une relation individuelle avec la personne et une relation humaine et non plus une relation théorique ou une relation de loi. Je vais revenir un peu sur cette notion de regard qui me paraît clé, parce que je pense que c'est le miroir de la société, et par ce miroir, c'est aussi l'inclusion. Souvent, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc je suis aussi concerné par le sujet, il y a un regard de pitié. Et ce regard est clé, donc on regarde. Oh. Et moi, je sais qu'en général, ça m'horripile, le regard de pitié. Je ne sais pas, tu en parleras. Et de dire, ce n'est pas un regard de pitié, c'est un regard de compréhension et d'action. Regardez-moi, je suis quelqu'un comme vous et je peux faire comme vous. Et ce regard-là, il est dur parce que souvent, il y a une compréhension, mais une compréhension qui est, j'appelle ça un peu dans la pitié. Donc, et ça, moi, je trouve que ça blesse plus que ça n'aide. Et j'aimerais avoir ton retour sur ça. Et je sais que tu as vécu de nombreuses expériences sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, le discours que tu tiens aux entreprises, que tu tiens à la société tout entière, c'est quel type de regard attends-tu? Alors le regard de pitié, effectivement, c'est le regard premier, j'ai envie de dire, auquel je suis confrontée, auquel chaque personne avec un handicap est confrontée, puisque la différence attire l'œil. Voilà, tout ce qui est différent, que ce soit le handicap ou autre, une autre différence. Tout ce qui change de notre norme finalement attire l'œil, attire le regard. Alors ce regard de pitié, effectivement, moi je le rencontre beaucoup dans la rue. Je le rencontre beaucoup, finalement, dès que je suis en autonomie, et c'est beaucoup le cas, que ce soit en déplacement, dans le monde professionnel, dans mon milieu personnel, etc. Finalement, pourquoi les gens ont de la pitié pour moi? Je crois que donc avoir de la pitié, c'est finalement se mettre à ma place et se dire: «Oh la pauvre, sa vie doit être horrible». Je crois que la personne qui porte un regard de pitié se met à ma place. Or, est-ce qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un sans vivre ce qu'elle vit? La réponse est non. On ne peut pas se mettre à ma place. Personne ne peut se mettre à ma place, comme personne ne peut se mettre à ta place de père d'un enfant autiste, et personne ne peut se mettre à la place de ton fils. Personne n'est capable de dire ce que je ressens au plus profond de moi, et surtout, personne n'est capable de dire, personne, je pense, ne peut s'engager à dire: «Mais votre vie doit être horrible». Ma vie n'est pas horrible. Ma vie est belle et je suis profondément heureuse de vivre. Ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Parce que beaucoup de personnes imaginent par leur regard que finalement, je passe mon temps à attendre et que la vie ne sert à rien et que je ne peux rien faire. Mais la vie est là, alors qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que l'entreprise est prête à m'aider à en faire une chance? Finalement, est-ce que l'entreprise est prête à me dire: «Ta vie, tes compétences sont une chance pour nous, viens nous les partager». Un regard peut autant abaisser que relever. Un simple regard dans la rue peut me mettre par terre, au sens littéral du terme, comme peut me relever. Le premier regard, déjà, je crois que c'est oser regarder avec ses yeux. Souvent dans la rue, les yeux se baissent à l'approche de mon fauteuil, à l'approche de ma personne. Les yeux se baissent, le regard devient indifférent, ignorant, parce qu'on ne sait pas comment réagir. La personne ne sait pas. Et au fond de moi, je me suis demandé pourquoi il y avait tant de pitié et d'indifférence.
Et je me dis toujours que ma propre fragilité révèle aussi la fragilité de l'autre, de celui qui me regarde. Et ça peut mettre mal à l'aise. Et plutôt que de juger, je pense, ces regards, même si ça me met mal à l'aise et que j'ai envie de clamer à tout le monde que je suis heureuse, que le handicap est une contrainte, mais que la vie ne l'est pas. Eh bien, au-delà de ça, finalement, est-ce que cette personne qui me regarde avec pitié, avec indifférence, ignorance, qu'est-ce qu'elle vit au fond d'elle-même? Pourquoi elle me regarde comme ça? C'est comme moi quand je croise, je sais pas, quelqu'un et que je suis pas très à l'aise, je me pose la question: «Mais qu'est-ce qui fait que je suis pas à l'aise?» Et il me semble que, que ce sujet du regard dans la société, une fois de plus, commence par nous-mêmes. Pourquoi il me regarde comme ça et moi, pourquoi je n'accepte pas ce regard? Et moi, je ne sais pas ce que vit la personne qui me regarde avec pitié. Je ne sais pas si elle est en souffrance, je ne sais pas si elle, elle a dans sa famille quelqu'un touché par le handicap. Je ne sais pas si mon handicap lui rappelle quelque chose ou lui révèle une fragilité qu'elle a en elle et qui est difficile à porter. Et cela ne m'appartient pas. Donc je me dois de ne pas essayer de juger, mais d'accueillir. Alors quand je peux juste avec un sourire, je crois que le sourire est le premier langage, au-delà des mots, quand on ne sait pas comment réagir. Simplement sourire, c'est déjà humaniser une rencontre. Et puis si la personne reste indifférente, c'est essayer de me dire: «Voilà, je ne sais pas ce que cette personne porte. Voilà, je ne peux pas me mettre à sa place, tout comme elle ne peut pas se mettre à ma place». Pas facile, hein, derrière. Donc, ça me fait penser à genre, Bergson disait toujours: «Ce qui est le plus important, c'est l'élan vital». Donc tu l'as bien souligné, la vie, le handicap est difficile, mais la vie est belle. Donc il y a cet élan de vie qui est là, qui est en chacun d'entre nous, avec les fragilités que tout un chacun peut avoir, hein. Donc et puis nous construisons notre trajectoire de vie, notre parcours de vie, hein. Donc par rapport à cela, cet élan de vie et là, ça touche 2 choses. J'ai envie de te poser cette question-là aussi, cet élan vital. Je pense que là, d'un seul coup, le handicap devient une force. Parce que je pense que, bah, l'élan vital est peut-être plus fort que pour d'autres personnes. Alors après, j'irai pas dans j'ai pas les moyens, dirais-je, d'évaluer cela. D'autres personnes qui n'ont pas, entre guillemets, le même vécu par rapport à cela. Je parlais tout à l'heure avec Vivre et travailler autrement. Quand on interroge les personnes qui travaillent avec des personnes autistes, disent: «Ça nous donne un supplément d'âme». Alors c'est compliqué le supplément d'âme. Le supplément d'âme, ça veut dire qu'on se donne il y a notre vie réelle, telle qu'on l'aperçoit, puis de se dire: «Il y a peut-être autre chose». Il y a peut-être autre chose, alors après ça regarde chacun, autre chose. Mais cette autre chose, c'est cette zone dans laquelle on va aller en conquête, on va aller en envie, on va aller avec, dirais-je, un vrai projet. Et j'ai l'impression que le handicap, hein, donne un supplément d'âme, je sais pas, après ça regarde chacun et les épreuves que les uns et les autres peuvent vivre. Mais ce supplément d'âme dans cette vie, dans nos vies, effectivement, parce qu'on va toujours chercher en conquête et c'est ça qui fait la beauté. J'ai envie de te dire, est-ce que ça donne un supplément d'âme un tout petit peu plus fort et quelle forme peut prendre ce supplément d'âme? Merci pour, cette belle réflexion. Oui, je pense que le handicap donne un supplément d'âme. Ça ne veut pas dire que je souhaite aux personnes de connaître le handicap. Pas du tout. Simplement le handicap, je ne l'ai pas choisi. En revanche, je peux choisir la manière dont je le vis. C'est comme notre bonheur. Finalement, on en est responsable. Si j'attends tout des autres et que j'estime que tout m'est dû, je pourrais peut-être attendre longtemps. Si au contraire, je décide d'être heureuse et que je me prends en main et que j'essaye de mettre en place les moyens, ça ne m'épargne pas le combat. Que ça soit quand même, dit. Voilà, le handicap reste un combat de chaque instant, de chaque minute, tout comme, la maladie, la souffrance et cetera, mais pas la vie. Ce supplément d'âme, je dirais cet élan de vie. Personnellement, moi, je le ressens vraiment, au quotidien. Déjà le matin en me réveillant et en me disant: Voilà, c'est une nouvelle journée de plus qui arrive. Qu'est-ce que je vais en faire? Et on est quand même fait pour, être en relation avec les autres. On n'est pas fait pour vivre seul.
on est fait pour aussi se donner, on est fait pour partager nos compétences, pour les offrir au monde, à la société. Comment je vais le faire aujourd'hui? Voilà. Est-ce que c'est en restant enfermé chez moi ou est-ce que c'est en sortant et en osant affronter le regard du monde? Aussi, parce que ça demande aussi de l'audace, pour la personne qui, voilà, qui vit cette différence. Cet élan de vie, je crois que c'est cet élan d'avoir envie d'être heureuse et donc de me dire: «OK, j'y vais, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et j'en suis responsable de mon bonheur. Je crois que dans la société, par rapport au handicap, les regards, il y a une partie dont je suis responsable et l'autre non. Mais je suis responsable d'une partie. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir du mal à me regarder, à me parler, est-ce que moi, je vais oser aller vers elle pour enclencher une discussion et finalement faire tomber, cette peur et cette barrière? Et voilà, c'est comme avec un enfant. Vous savez, les enfants, ils posent, des questions mais transparentes et directes. Quand ils me croisent dans la rue, c'est spontané et j'aime cette innocence des enfants. «Ah, pourquoi elle est petite la dame? Pourquoi elle a un fauteuil?» et cetera. Quand, leur pourquoi, trouve une réponse de la part des parents ou de ma part ou de la part de quelqu'un d'autre, finalement, c'est terminé, ils retournent jouer, c'est fini. Et j'aime cette simplicité du cœur de l'enfant qui dit: «OK, je sais maintenant, j'ai compris, donc je retourne à mes occupations». Cet élan de vie, je crois que c'est vraiment de me dire que la vie est une chance, que j'ai pas envie de la garder que pour moi et le fait d'avoir traversé aussi beaucoup d'épreuves très difficiles, beaucoup de souffrances physiques extrêmement difficiles et d'en être sortie. Le fait d'avoir frôlé la mort plusieurs fois, le fait voilà, d'avoir côtoyé les hôpitaux des centaines de fois et d'en sortir à chaque fois, me dit: «Qu'est-ce que je fais de cette vie maintenant qui reprend une saveur finalement, décuplée dès que je sors d'une grosse épreuve et que, je me remets debout au sens, intérieur». Je pense que tu te mets debout et tu nous permets de grandir. Heu, sur ces notions en fait d'élan de vie, puisque tout ce que tu nous dis, hein, est à destination de toutes les organisations, toutes les entreprises et toutes les personnes, hein, qui nous écoutent. J'ai l'impression qu'à des moments donnés, ton expérience nous amène à dire finalement, il faut aussi avoir des temps, un peu de réflexion sur ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Donc je pense que moi j'ai toujours l'habitude de citer Pirandello, hein, qui dit: «Il faut marcher dans la rue, être au balcon en train de se regarder marcher». À un moment donné, de prendre le temps de s'observer dans notre manière de faire et d'être, et c'est ça aussi qui crée la richesse, c'est cet élan vital que tu as mentionné. Ces temps-là, est-ce que dans les ent alors première question, est-ce que ça mérite un tout petit peu dans les entreprises qu'on se dise: «Comment, quel regard avons-nous sur le handicap?» Mais au sens parole, mais parole au sens libre, pas au sens, dirais-je un peu, oui, il faut faire attention et cetera. Moi, comment je le vis personnellement, c'est ce que tu as mentionné, peut-être c'est ce que tu fais en entreprise, donc ces temps de parole. Puis j'ai envie de te poser une autre question parce que je sais que tu as vécu une expérience forte. Tu as fait, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je sais que tu as des choses intéressantes qui est aussi qui est un moment, dirais-je, où on sort du monde «contraint» entre guillemets, ou du monde où on semble être pris par pas mal de choses qui sont parfois futiles et d'essayer d'être sur l'essentiel. Et j'ai envie de te dire par rapport à ça, donc la première question, c'est en entreprise, est-ce qu'il faut avoir ces temps un peu pour libérer la parole sur le handicap? Et 2, cette expérience de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'est-ce que tu en as retiré en tant que moment isolé de réflexion? Et comment ça peut être transposé à tous ceux qui nous écoutent? Alors, prendre ces temps en entreprise, je pense que ça serait une excellente initiative. Non pas de faire des topos sur le handicap, puisque voilà, je pense que ça peut être une des réticences principales de se dire: «Encore un topo, encore une discussion sur le handicap», voilà. Mais un temps finalement de partage, d'échange sur, la vision personnelle que chacun porte sur la fragilité en général et sur sa fragilité à soi. Finalement, dans un monde qui est normé, hem, qui est finalement fait de cases dans lesquelles il faut rentrer pour être considéré comme citoyen à part entière, comme, personne étant
pouvant exister à part entière. Il faut rentrer dans des cases. Ces cases de la normalité, ces cases de la perfection, ces cases de la rentabilité, ces cases de situation professionnelle parfaite, etc. Finalement, si on lançait des groupes d'échange, de discussion, de partage, quelles sont les normes que moi j'ai envie de vivre dans ma vie? Quelles sont les normes qui finalement me permettent de donner le meilleur de moi-même à la société, à mon entreprise, à mon entourage, à moi-même? Voilà, dans quel milieu est-ce que je vais me déployer le mieux? Et je crois qu'aujourd'hui, être fragile, c'est une honte. On a honte d'être fragile parce qu'on a honte vis-à-vis des autres, je pense déjà. On a très peur d'avoir un regard de jugement de la part des autres. Et puis, on a honte vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir honte de soi en étant fragile? Je pense parce qu'on a peur d'être rejeté. La peur du rejet, la peur de ne plus être à la hauteur, la peur d'être moins efficace, moins rentable, la peur finalement de devenir, entre guillemets, bon à rien. Et personne n'est bon à rien. Tout le monde est utile. Donc je pense qu'il y a tout un travail personnel et qui peut être partagé effectivement en équipe dans les entreprises, et je pense que ce serait très intéressant avec quelqu'un qui guide les échanges et qui rebondit sur finalement ce qui peut ressortir. C'est quelle est ma vision de ma fragilité et quelle est ma vision de la fragilité de mon voisin. Parce qu'on est bien fait pour travailler en étant interdépendant, c'est-à-dire en reconnaissant qu'on a besoin des autres pour avancer, pour être plus performant, pour aller plus loin. Donc, quelle est ma vision de ma propre fragilité? Quelle est ma vision de la fragilité de mon collègue? Donc, je pense que ce serait très intéressant effectivement de lancer des réflexions qui soient guidées, accompagnées, pour finalement proposer des mises en route, voilà, pour être plus efficace au niveau humain. Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle. raconte-nous un peu Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que tu as vécu une expérience, et de se dire, cette expérience-là, quels sont, dirais-je, les enseignements qu'on pourrait en tirer et intégrer dans les organisations? On envoie tout le monde à Saint-Jacques-de-Compostelle? Déjà qu'il y a beaucoup de monde, donc ça intéresse un peu. Mais je sais que tu as vécu, bon, déjà, il y a une dimension symbolique très forte. Hein. Comment tu l'as vécu, toi, et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce parcours? Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était une aventure folle. J'aime les aventures folles. Je me suis jamais empêchée de vivre un rêve ou de vivre une aventure, entre guillemets, folle, sous prétexte que j'étais dans un fauteuil roulant. Mon handicap ne m'a jamais freinée dans des projets, dans des voyages, et à vivre pleinement avec un V majuscule. Évidemment, sans faire d'imprudence et sans mettre ma vie en danger. Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je suis partie au mois de mai-juin dernier, pendant 3 semaines, entièrement seule, faire 400 km avec mon fauteuil. Donc je faisais une moyenne de 30 km par jour. Et comme Barbara m'a présenté tout à l'heure, je suis 100% dépendante, 1000% autonome, mais 100% dépendante. C'est-à-dire que mon handicap me contraint à une dépendance absolue. Je ne peux pas me lever de mon fauteuil et donc je ne peux effectuer aucun geste de la vie quotidienne, que ce soit le lever, le coucher, l'habillage, la douche, etc. Alors, partir seule sur les routes de Saint-Jacques en étant 100% dépendante, c'est fou aux yeux du monde, complètement fou. Je suis partie finalement en faisant le pari de croire en l'homme, de croire en la bonté de l'homme, et je peux vous dire que je ne me suis pas trompée en faisant ce pari. Non pas que je sois parfaite, pas du tout, mais simplement, j'ai été témoin quotidiennement de ce que l'homme pouvait donner de meilleur en lui-même. Et que finalement, donc chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, je demandais de l'aide aux personnes qui marchaient avec moi ou à côté de moi, ou que je rencontrais dans les villages étapes ou dans les auberges, etc., là où je dormais.
Et je ne savais jamais qui allait m'aider. Et donc tous les jours, j'allais demander de l'aide. Et ça, c'est aussi interpellant peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, jusqu'à quel point nous sommes capables de demander de l'aide. Alors moi, demander de l'aide, c'est vital pour moi, mais il n'empêche que c'est quand même pas si simple. Surtout quand on ne connaît pas les gens et que tous les jours, ça change. Et en faisant finalement cette démarche d'aller demander de l'aide aux gens, de croire en eux, en fait, de leur offrir aussi cette possibilité de donner le meilleur. Mon handicap est passé de faiblesse à force. Toutes les personnes que j'ai croisées m'ont remercié pour ma force. Et ils m'ont remercié parce que le simple fait de marcher à côté de moi leur donnait de la force. Pourtant, moi, je suis dans un fauteuil électrique, j'avais juste à appuyer sur la manette et ça avançait tout seul. Et en me croisant, les gens me disaient « Merci parce que quand on te croise, quand je te croise, j'ai plus mal aux pieds, j'ai plus mal, j'ai envie d'avancer, j'oublie tous mes soucis, tu me donnes de la force, merci pour ta force. » Le monde a eu peur de cette aventure que j'ai osée. Aucune personne sur le chemin ne m'a dit « T'es folle de faire ça ». Aucune. Tout le monde y a cru avec moi et tout le monde a joué le jeu. Enfin, a joué le jeu, a cru finalement en moi. Mais ni plus ni moins. Je crois que le handicap n'appelle pas à en faire trop, ni pas assez. Juste comme tout le monde. Et des personnes, donc les personnes qui m'ont aidée, je n'ai jamais eu aucun refus d'aide, ce qui est absolument déjà incroyable. Personne ne m'a jamais dit non. Pour certaines personnes, ça a été facile. Pour d'autres, ça a été difficile. Même pour les personnes pour qui cela a été difficile, elles l'ont quand même fait. Et c'est là où je suis admirative, c'est qu'elles se sont laissées bousculer par ma demande, tout comme je me suis laissée bousculer par leur peur et par leur peut-être maladresse ou leur sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Et je pense notamment à une personne qui m'a, après m'avoir aidée à me laver, m'a remerciée. Je l'ai recroisée 2 jours plus tard et puis elle a couru vers moi, elle m'a pris dans ses bras en pleurant et elle m'a dit « Marie-Caroline, merci parce que en me proposant de t'aider, tu m'as montré que dans la vie, tout vaut la peine. » Voilà, ça c'est une petite pépite que je partage. Il y en a eu plein et j'espère voilà, un jour avoir l'occasion d'en partager d'autres. Mais voilà, que tout vaut la peine dans la vie. Et je crois que cette personne s'est laissée bousculer dans sa fragilité, qui est à m'aider. Elle se sentait toute fragile dans le fait de m'aider à me laver. Et c'est tellement légitime. Et moi, j'étais aussi toute fragile finalement de recevoir ces gestes fragiles. Et dans nos fragilités, nous nous sommes rencontrés en vérité. C'est-à-dire qu'il y avait, alors là, il y avait plus de conditions sociales, d'âge, de nationalité, plus rien. Il y avait bien 2 personnes, 2 êtres humains qui étaient ensemble. Donc, effectivement, 2 fragilités donnent une grande force. 2 fragilités qui se rencontrent donnent une force. Et je crois que la fragilité assumée, la fragilité considérée comme peut-être un tremplin pour aller vers d'autres horizons, est une force. Pourquoi c'est une force? Parce que je suis obligée de me laisser faire. Je suis obligée de me laisser bousculer. Et je me rends compte qu'en faisant ce travail finalement par rapport à moi-même, j'aidais les autres à le faire. Et je me suis rendu compte que mon handicap m'a permis de faire des choses peut-être que je n'aurais jamais faites sans mon handicap. De faire déjà des rencontres incroyables, des voyages incroyables, des expériences incroyables. Finalement, mon handicap m'emmène toujours plus loin, me fait rouler toujours plus loin. Mais parce que c'est... Et finalement, j'ai envie de dire que mon moteur, quelque part, est-ce que ça serait pas ma maladie? Merci pour cette force. J'ai envie de cette force de la démultiplier dans les organisations. Et pour effectivement, donc, tu as vécu ce périple de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu as fait, et dire, dans les organisations, s'il y avait quelques actions à mener,
Moi, j'ai vécu personnellement une sensibilisation un jour avec la cécité. Et on te bande les yeux, et là, tu te retrouves et tu n'as plus du tout tes repères. Alors là, je souscris pleinement. Là, tu demandes à tout le monde de t'aider. Hein. Donc, est-ce que ça passe par cette notion expérientielle de faire vivre des choses? Je sais que toi, tu as un certain nombre d'exercices que tu fais faire aux entreprises pour les acculturer, dirais-je, au sujet. Hein. Mais est-ce que ça doit passer par cela pour qu'il y ait une compréhension de cette fragilité, de ce besoin de solidarité, et que ça donne de la force? Et est-ce que tu as des exemples, un ou deux exemples à nous partager? Je pense qu'effectivement, comme tu le disais, l'expérience dit tout. On peut faire des heures de sensibilisation, c'est très bien, mais je crois que expérimenter ce que c'est que le handicap remplacera tous les topos possibles. Effectivement, je propose pour les entreprises, les personnels soignants et même les élèves en milieu scolaire, des journées en fauteuil roulant, demi-journée ou journée. Parce qu'une chose est d'aider une personne avec un handicap, une personne qui a besoin. Une autre chose est de se laisser aider. Et donc, en étant dans un fauteuil, je peux partager que vraiment le regard des personnes qui déjà s'assoient dans un fauteuil et qui vivent quelques heures dans un fauteuil avec une interdiction de se lever. Et puis je les emmène voilà, dans la ville, là où ils sont, avec tout un parcours à effectuer, avec des défis à relever, comme celui de demander de l'aide, par exemple. Et que finalement, on n'en meurt pas hein, de demander de l'aide. Cette expérience les marque, les bouleverse, je dirais, profondément. À la fin d'une journée, dans un fauteuil roulant, le regard de la personne, il a totalement changé. J'ai des personnes qui pleuraient à la fin. Ça m'est déjà arrivé, à la fin de cette expérience, qui me disaient « mais je me rendais tellement pas compte de ce que tu vivais et de ce que c'était que d'être dans un fauteuil, de tous les obstacles que l'on rencontre, rien que dans la ville, pour rentrer dans un magasin, pour une simple marche, mais toute petite, peut être un obstacle. » Ouais. Et je crois que expérimenter fait une grande partie du travail et que proposer ce genre d'expérience permet aussi aide à la cohésion d'équipe. Parce que tout le monde s'entraide. 6 personnes dans un fauteuil roulant, par exemple, quand il y en a une qui galère, eh bien, il y en a une autre, même si elle reste dans le fauteuil, qui va essayer de l'aider. Et donc finalement, l'entraide, l'interdépendance, on y revient. Je crois, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc en proposant des expériences concrètes, je pense, en faisant intervenir aussi des personnes concernées par le sujet, qui parlent non pas du handicap, mais d'expériences comme celle-ci, etc. Finalement, d'essayer et d'arriver à montrer que tout est possible. Par ton expérience, ton vécu, ton récit que tu nous partages, on voit que tout est possible. Nous sommes dans le temps maintenant de la conclusion. Hein. On voit très bien que j'ai le sentiment à t'écouter et de ce que je peux observer, moi. On a un peu dépassé la phase d'intégration avec cette fameuse loi des 6%, enfin qu'on est dans une phase d'inclusion, que c'est pas gagné, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et tu nous l'as démontré, mais que derrière, c'est la problématique de la diversité au sens large du terme, de la diversité dans nos organisations, handicap, pas handicap, mais autres aussi. Hein. Cette diversité qui fait la différence, qui permet d'humaniser, qui permet d'être plus résilient, mais aussi, comme tu l'as dit, plus heureux, et qu'on retrouve cet élan vital de Bergson, comme je mentionnais tout à l'heure. On a cette progression, donc on peut s'en féliciter. Et j'ai envie de poser une question. Aujourd'hui, es-tu pessimiste ou optimiste? Alors, je sais, mais en disant aujourd'hui, quelle est la trajectoire? Donc, on voit qu'il y a une trajectoire qui est en cours sur le futur. Donc, comment vois-tu, optimiste, pessimiste, et quelle forme ça peut prendre? Rebondir sur la résilience et avant de répondre à ta question, je dirais qu'effectivement, oser regarder sa fragilité et
l'accueillir permet de vivre une unité en soi, une cohérence de vie. Et je pense que c'est ça qui rend heureux. Finalement, c'est de ne pas être une personne au travail, une autre différente dans son milieu personnel, encore une autre dans un autre milieu. Mais bien, on a bien une seule et unique identité et qui est appelée à se donner de la même manière partout. Et que la fragilité peut aider justement à cette unification de la personne humaine. Optimisme, pessimisme, alors c'est pas évident de répondre. Il y a encore du chemin, je dirais qu'on est en route. C'est un chemin, donc il y a encore des kilomètres. Il y a moi, je suis optimiste en voyant des expérimentations comme celle chez Danone, comme d'autres groupes qui ont une politique du handicap aussi vraiment très, très forte et pour qui l'inclusion fait partie des priorités. Donc ça me rend optimiste. Ce qui me rend moins optimiste, j'aime pas le mot pessimiste, parce que je trouve que c'est quelque part perdu d'avance, mais je dirais en chemin. Donc ce qui me met plus en chemin ou ce qui me fait plus réfléchir, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment aider les entreprises à passer ce cap finalement de l'obligation et d'aller au-delà et de les convaincre de la richesse de la rencontre, finalement de la personne quelle qu'elle soit et de cette performance qui en découlera. Donc voilà, qu'est-ce que chacun est prêt à faire pour rendre son entreprise encore plus optimiste, vivre dans l'optimisme et voilà, et favoriser le bonheur et l'inclusion de tous. Et je dirais que ça concerne toute personne de tout âge, que ce soit des jeunes étudiants aux managers, voilà, tout état professionnel, j'ai envie de dire, et que tout dépend de sa propre volonté au départ. Est-ce que j'ai le désir de participer à rendre le monde meilleur? Est-ce que j'en ai le désir ou non? Merci beaucoup. Ton vécu, ton témoignage nous a permis de pouvoir opérer et d'envisager un monde meilleur et je t'en remercie. Merci David.